Eh bien, chers amis, je vais commencer par vous dire bonsoir à vous trois. J'espère que vous allez bien. Écoute, ça va bien. Et vous, devant vos écrans, j'espère que vous allez bien aussi. On est sur YouTube, peut-être Spotify, peut-être que vous n'entendez que nos douces voix. Peut-être que le Avec physique est plus compliqué. Parle un peu, Nathalie, parce qu'une douce voix. Je t'ai découvert à la radio l'autre jour. Pardon ? J'écoutais la radio en rentrant du culte et tout d'un coup, je tombe sur. Mais je connais cette voix, c'était Ben qui parlait. Je dis, mais. Ah ouais. Mais Toi, la voix de Ben. Tout d'un coup, j'avais une partie. C'est vrai qu'elle était C'est vrai qu'elle cette passe. voix. Elle passe aussi sur Phare FM. C'est vrai qu'elle passe sur Phare FM depuis cette année. On s'y retrouve, c'est vrai. On s'y retrouve bien. Des petits extraits, on s'y retrouve sur Phare FM. D'ailleurs, peut-être que vous nous suivez au travers de Phare FM. C'était bien ? C'était très bien. On n'a pas dit de bêtises ? Pas trop. Ça va, ça passe. Bon, ton père, on en parle Après, pas, mais- voilà. mais ça- Après, c'est la radio Claude, des c'est le bêtises, ça filtre. sort. hein. Non, je fais plus grand-chose, là, tellement. Bon. Je laisse faire. Tous les trois, est-ce que vous êtes en forme ? Ah oui, Ouais. impeccable. Ah bah c'est super, on est ravis d'être ensemble. Jérémy, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, ça fait un moment. Hein. Ouais. Tu fais grève maintenant des... Non, j'étais en voyage, j'ai fait le tour du monde. Et Ah, tout c'est ça, maintenant, ouais. je reviens, Voilà, c'est Ouais, ça. Et C'est Claude Jean-Marie qui fait ça en ce Moi, ça moment. va très bien aussi. Parce que c'est ta reprise de... c'est ta première saison, en fait. Oui, écoute. Qu'est-ce que t'en penses, tiens ? Moi, j'apprécie ce côté décontracte Ouais. et multisujet. On n'est pas juste dans la théologie ou dans du sociétal, on est dans un peu de tout. Donc, quand tu m'invites, je suis content d'être là. T'aimes bien. Ah, oui. Et puis t'apportes des choses intéressantes aussi. Donc, J'espère, au moins. donc ça fait plaisir de t'inviter. C'est pour ça qu'il te réinvite. C'est pour ça que Ah je ouais, passe bien. du test soporifique, on n'invite plus. En tout cas, on est ravis d'être ensemble. Ouais, merci pour ceux que tu n'invites plus. Hein, donc, Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Pour l'instant, ça va. Mais vous avez chaud, hein. Il y en a qui sont vraiment là, sur le ils fil. sont- ouais. Mais pour ceux qui découvrent, on parle de tout, comme l'a dit Claude. Alors ce soir, on va parler d'un sujet, un premier sujet un peu ensemble, réfléchir, une question que je me suis posée. Et ensuite, on va présenter une association. Franchement, ça m'a vraiment intéressé. Je trouvais que le travail était formidable, donc ça valait le coup de le mettre en valeur. Mais la première chose que j'aimerais réfléchir avec vous, ou avoir un peu votre avis, mais c'est sommes-nous responsables dans le fait de s'informer de comment va le monde, comment vont les choses, etc. Pourquoi j'ai réfléchi à ça ? Parce que je me suis rendu compte, puis j'ai réalisé vraiment que les jeunes ne regardent plus la télévision. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui suivent la télé le soir, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est le smartphone, etc. Mais aujourd'hui, pour vous donner une stat, en 2020, c'est la stat la plus récente que j'ai pu trouver, mais vous savez, le traditionnel journal de 20h, à l'époque, moi, quand j'étais plus petit, Ah oui. même C'est petit, grand, on se mettait avec les parents, Ça, on c'est regardait vrai. le journal de 20h, et c'était le moment d'information. Finalement, c'était comme ça qu'on s'informait, mais parce que ça faisait partie des bonnes habitudes. Aujourd'hui, comme les jeunes n'ont plus cette habitude-là, regardez, le journal de 20h, l'âge moyen sur TF1, c'est 56 ans. L'âge moyen sur France 2, c'est 61 ans. Wow. Donc ça vous montre un petit peu... C'est qu'on est encore jeune à cet âge-là, c'est ça que ça veut dire. Oui, et ça ne me surprend pas que tu sois pas sur TikTok à 20h. Comme ça, alors, ça m'étonne pourquoi pas. d'ailleurs. Mais après, tu sais ce que c'est TikTok ? Oui, je sais que c'est. Ah, mais toi, t'es le plus connecté des anciens. Ouais, mais c'est ça. C'est pas l'horloge qui fait tic. Non, là, c'est une application qui est chinoise d'origine Exactement. et qui pose des problèmes socio-économiques. Entre autres, politique beaucoup. Mais bon, pas que. Mais qui est le problème chez les C'est jeunes un homme aussi. de médias. Hein, Claude. Ah oui, mais Ah oui. oui. C'est pour ça que Claude, c'est le plus actuel des anciens. Mais aujourd'hui, ça m'a fait poser la question quand même, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Ils sont moins devant la télé, bon, ils sont devant d'autres écrans. Le problème, c'est qu'il y a une dimension d'information qui n'est plus forcément là. Alors oui, les informations, essayent de les rejoindre par TikTok notamment, par certains médias plutôt sur les plateformes telles que YouTube. Vous avez des groupes comme un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte, des jeunes comme ça qui essayent d'amener l'information. Ce qu'il y a, c'est que c'est une information qui est mâchée. C'est très court aussi. Ouais. Maintenant, le fait est que même si vous regardez France 2, c'est une information qui est mâchée sur TF1, qui est manipulée. On a tout cet aspect-là. Donc, ça m'a fait poser la question, mais est-ce qu'on est responsable ? Est-ce qu'à votre avis, c'est important en fait de s'informer sur le monde ? Puisque aujourd'hui, chacun a sa vie aussi. Pourquoi c'est important de savoir que là, il y a eu des tremblements de terre en Turquie ? Pour prier, déjà. Ouais, c'est un peu l'idée de réfléchir autour de ça, et ensuite on passera au prochain sujet. Bon, Nathalie, allez, t'as commencé. Jésus nous disait bien qu'on n'était pas du monde, certes, mais dans le monde. Ouais. Ça voulait dire qu'on
a un devoir, en tout cas, d'être proche des gens. Et proche des gens, c'est ce qui se passe dans leur vie, quoi. Quand on sait que, par exemple, il y a eu un tremblement de terre, quand on sait qu'il y a eu, je sais pas, un acte de terrorisme, quand on a su, par exemple, que les agriculteurs souffrent, en fait, chez des chrétiens, ça peut très bien déclencher déjà la prière, Ouais. et puis d'autre part, ça peut déclencher des initiatives. Parce que c'est comme ça que, en étant sensible à ce qui arrive dans ce monde, on peut, nous, aider notre prochain. Et c'est quand même notre mission, hein, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et ça me rappelle un peu l'armée du salut aussi. Pour annoncer la bonne nouvelle, comment il disait, la soupe, je ne sais plus, donner-leur du savon. Du savon, savon, la soupe. De la La soupe. soupe pour guérir l'âme Et le seule. salut. Ouais, c'est ça aussi, le salut. Mais je pense que là, le chrétien, il est responsable. Alors, comment tu t'informes, toi? Alors, soit je le fais surtout, j'avoue que maintenant, les actualités de 20 heures, de moins en moins, j'avoue, je m'informe Couche tôt maintenant, hein, avec l'âge. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est Benjamin en... Moqueur, hein. On n'est pas comme ça, 19h, une camomille et au lit. Remarque, moi, je suis plutôt une couche tôt, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et à quelle heure tu Mais te lèves? ça a À quelle toujours heure tu te été. lèves? Faut Oui, savoir dire à je quelle heure tu suis te lèves, une voilà. matinale. Voilà. Mais alors, la différence. Pour répondre à ta Moi, je suis question... père, donc nous, on suit le rythme des enfants. Alors, Pour répondre à ta question, j'aime bien m'informer sur Internet. Ouais. Et j'aime bien, effectivement, trier, parce que je dois reconnaître, et je le dis comme ça, mais c'est un peu, je pense que beaucoup le pensent, c'est qu'on a l'impression que sur la télévision, on a des journaux qui se répètent. Du jour au lendemain, on a pratiquement les mêmes nouvelles. Et j'avoue que c'est lassant. Donc, je vais chercher moi-même, peut-être, c'est un tort. Mais c'est intéressant. Non, bah non. Donc, tu vas sur des... C'est quoi? C'est des journaux sur Internet? Ouais, en fait, c'est varié. Des fois, ça vient à moi tout seul, grâce à Google. Mais Mais c'est quoi? C'est tous les jours? À 8h, tu te fixes ça comme Non. objectif? Comment tu... Voilà, c'est ça ma question. non, c'est très varié. C'est quand j'ai un peu de temps, c'est très varié. D'accord. Parfois, le filtre, c'est mon mari, qui lui a plus de temps. Lui, il a lu surtout le journal, les magazines, le journal. Donc, lui, il me donne souvent aussi les infos, les dernières infos. Et là, après, moi, je vais chercher sur Internet. C'est souvent Ok. comme ça. Ok. Mm. Claude, tu t'informes comment? Alors, je pense qu'il faut distinguer le devoir de s'informer Ouais. des canaux d'information. Alors, le devoir, je suis d'accord, il faut s'informer. Je pense que d'ailleurs, le Dieu que nous servons est très bien informé et il s'informe. Quand il y a ce passage de l'appel de Moïse, il dit j'ai vu la souffrance du peuple, j'ai entendu ces cris. Ça. Donc il est informé, il s'informe, il voit près non seulement les cris, les souffrances, mais aussi les choses qui ne vont pas. À un moment donné, il condamne le peuple. J'ai vu tes prostitutions, j'ai vu tes hennissements comme des chevaux. Donc il a vu. Et je pense qu'il faut s'informer parce qu'on est dans un mouvement incarnationnel. Dieu s'est incarné dans une réalité. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu à un moment précis de l'histoire. C'était le temps de Dieu. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est effectivement le moment où il fallait venir, pour diverses raisons qui vont trop loin pendant l'émission. Et puis enfin, à tous ceux qui sont comme nous des prédicateurs, ils partagent l'évangile. Un de nos maîtres à penser, Spurgeon, disait à ses étudiants prédicateurs, d'un côté, tenez la Bible, de l'autre côté, lisez le journal. Ouais. Pour qu'on contextualise le texte biblique dans la réalité des gens à qui on s'adresse. Donc sur le côté de devoir de s'informer, pour moi, il n'y a pas de question, il faut s'informer. Après, sur les canaux d'information... C'est quoi, toi, ta méthode? Alors moi, j'ai deux canaux principaux, la radio d'un côté Oui. et le journal écrit. Alors pas forcément papier, mais smartphone. Et je lis, et je n'aime pas lire les petits journaux de cancan, mais des gens où on décrypte l'information, où on a des choses contradictoires. Et là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a forcément aussi une ligne éditoriale par journal. Il y a les journaux Donc tu de en droite, choisis plusieurs, de tu gauche. essayes de... Oui, j'essaye de choisir. Mais c'est certain, ils me répugnent parce que, de toute façon, je ne suis pas d'accord avec eux fondamentalement Ouais, sur la ligne éditoriale, donc j'ai du mal à lire. Après, il faut quand même savoir que ce ne sont même pas les journaux qui décident. Je fais juste une parenthèse, mais parce que là, c'est des abonnements, c'est ça? Abonnement, oui. Donc toi, tu es abonné à des journaux. Mais c'est bien aussi de le mentionner. S'il y a d'autres moyens de s'informer, Mais faut oui, être- c'est faut vrai. être volontaire dedans. Ouais. Et je trouve qu'il y a des choses maintenant, qu'il y a pas mal de journaux quand même qui sont de bonne teneur et qui effectivement vont traiter des sujets avec des angles de lecture différents. Absolument. Et il faut avoir le courage de lire les différents angles. Alors c'est beaucoup
C'est beaucoup de temps, il faut gérer son temps. Comme je suis un grand lecteur, je risque, moi, de passer beaucoup trop de temps. Donc, il faut savoir se restreindre, mais en tout cas, aborder des sujets et puis essayer de comprendre pourquoi ceci, cela. Enfin, une autre source d'information, c'est les livres. Se reprendre des livres. Alors, je sais bien que c'est un budget, je sais que ça prend du temps, mais il y a des informations. Je veux dire, quand un journal vous donne 3 minutes, il essaie de mâcher au maximum pour vous donner de l'info et qui souvent peut être orienté. Ben oui. Il y a un danger là-dessus. Donc, si on va aller plus loin sur une info, par exemple, pourquoi M. Poutine a déclenché une guerre en Ukraine, ben, c'est pas en 3 minutes que vous allez le savoir. Il va falloir lire plus largement. Et là, actuellement, j'ai en train de lire un des livres qui en parle. Tout à coup, on comprend toute la logique, toute la logique historique qui fait qu'il en est arrivé à ce point. Il a tort, à mon avis, mais en tout cas, on comprend mieux. Et surtout, les tenants et aboutissants. Donc, c'est pas que les canaux d'information, mais aussi les lire sur la question de l'histoire liée aux événements actuels, etc. Par exemple, on a comme ça des schémas types. Alors, on est pour ou contre, peu importe. Le débat n'est pas là, mais on entend des slogans sur le climat. Et on va nous rabâcher ça à longueur de journée. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a jamais une information alternative. Donc j'ai commencé à chercher d'autres informations. Non pas parce que je suis contre de dire que le climat se réchauffe, mais parce que je veux dire... Tu t'intéresses à la question. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que juste le slogan? Parce qu'à la fin, on vit de slogan. Donc il faut alors faire comme ça parce que le slogan a dit. Pas toujours. Mais ça nécessite du temps, de l'énergie. Est-ce que c'est aussi lié à mon âge? Peut-être. Parce qu'on a besoin de plus comprendre que juste d'être abreuvé par des infos ponctuelles qui vous Après, je pense qu'il y a c'est ça, il y a aussi des saisons. C'est vrai que quand tu es dans ta vie de famille avec les petits, tu as peut-être moins le temps. Jérémy, comment tu fais, toi, pour t'informer? Alors moi, je m'informe de différentes manières. Alors il y a tout ce que Nathalie ou Claude a pu partager. Je suis un peu dans le même, sauf les journaux, être abonné. Non, je ne suis pas abonné. Je vais aller chercher des informations comme ça. Mais il y a aussi les informations. Là, ça va peut-être paraître bizarre, mais même avec mes enfants. Avec mes enfants, c'est intéressant quand on se met autour d'une table et quand on commence à discuter. Parce que les enfants nous parlent d'informations qu'eux ont chopées sur le net ou ailleurs. Et que moi-même, je ne suis pas ni informé, ni même confronté à ces informations-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça emmène de vraies discussions. Et alors là, moi, je me dis, mais il faut absolument que je puisse aussi m'informer pour avoir un discours qui soit juste et équilibré au travers de ce qu'on va partager. Les enfants, et je crois ils vivent dans un monde aujourd'hui où nous, peut-être, on est un peu extérieur. On est dans le même monde, bien sûr, mais au niveau de l'information, on est un petit peu décalé. Parce qu'on ne vit pas du tout la même chose que eux. Et on est des fois aussi pas aussi collés à nos smartphones, quoique, je ne sais pas, que eux. Et je me dis, mais là, c'est vraiment un côté très intéressant, en tout cas dans la façon où si nous, on veut être à la page, sinon on veut permettre à nos enfants d'avoir des vraies réponses, être juste par rapport aux informations qu'on peut avoir, on a, nous, en tant que parents, ou peut-être grands-parents ou autres, pas être contre comme ça, ben non, ce que tu dis, c'est faux, de se dire, ok, ce que tu as dit, j'ai entendu, je vais aller chercher aussi des informations pour pouvoir justement confronter, pas confronter, mais en tout cas avoir des éléments pour aller en profondeur dans ces informations. Mais j'entendais un gars comme ça, moi, qui disait, moi, je m'informe plus sur tout ce qui est canaux d'information, etc. Les seules informations que je reçois et où je vais creuser, c'est celles qui viennent à moi par la société, par les gens que je rencontre, etc. Parce que j'estime que ces informations-là, ce sont vraiment les informations que j'ai besoin d'avoir. Alors, c'est un point de vue. C'est sûr que les gens, ils vont te parler de la guerre en Ukraine. Les gens, ils vont pas forcément... Voilà, c'est ça. Il dit ça, c'est vraiment... De mon point de vue, c'est vraiment les informations importantes à avoir et tout le reste. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as certaines chaînes télé ou certains journaux, mais ils fonctionnent qu'à ça. Donc, de l'information, ils doivent je vais le dire comme ça, mais ils doivent en pondre tout le temps, en fait. Donc, des fois, il y a du surplus aussi. Et la question, c'est toujours... Moi, j'ai cette question peut-être d'équilibre. Aussi, ne pas se remplir la tête. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je ne peux pas regarder les infos parce que j'angoisse. Notamment des personnes qui me disent mais j'angoisse, je suis pas à l'aise. Les mauvaises nouvelles, ça impacte. Et après, en parlant des canaux d'information, il y a aussi des canaux qui enferment.
notamment les réseaux sociaux. Si vous êtes un peu complotiste, vous allez trouver des informations qui vont venir à vous parce que vous avez été sur un site, qui vont vous alimenter votre façon de raisonner. Ça, c'est l'algorithme qui travaille comme ça. Et donc, c'est l'important de pouvoir se dire, OK, j'ai entendu ça, maintenant je vais aussi entendre... Oui, c'est ça, l'autre version. Et c'est pas simple, je dirais, mais en même temps, sur le devoir de l'information, oui. Je pense que c'est important de s'informer. Et tu sais, moi j'entends, ça m'a fait, quand je pensais à ça, en fait, je pensais aussi, parce que certains disent, non mais, moi je suis pas de ce monde de toute façon. Oui, je vis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde, chez les chrétiens. Mais pour moi, c'est dangereux, en fait, d'aborder comme ça, parce que c'est la réalité de ceux qui vivent avec nous, et c'est notre réalité aussi. Et puis je me dis, mais Jésus, lui, quand il allait vers les gens, la population, il informait les gens au travers aussi de ce qu'ils vivaient eux, pour les paysans, pour tous ceux qui vivaient de la terre. Tous ceux qui construisaient des maisons ou quoi, mais Jésus va parler en parabole et il va venir dans la réalité des gens pour informer les gens de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'est la parole de Dieu. Je veux dire, il venait à leur niveau à eux et je trouve que ça c'est important au niveau de l'information de pouvoir... tu vois là actuellement au moment où on est en train d'enregistrer, donc pour ceux qui nous suivent, à mon avis l'histoire ne sera pas réglée quand vous êtes en train de la regarder, c'est la question des retraites. Et la question des retraites, mais on voit bien sûr l'impact que ça crée dans notre société, l'enjeu que ça crée. Personnellement, moi, je me sens pas. C'est pas à cause de l'âge, mais c'est parce que ma préoccupation, elle est la vie éternelle. Et la vie éternelle, je pense que chaque disciple, ça devrait être sa préoccupation. Et le chrétien, oui, il peut se poser la question, etc., sur la question de la retraite. Mais pour moi, on devrait pas être dans l'état que la société a en termes de réaction. Mais ça me concerne quand même, mais parce que je vois une profonde détresse, en fait, une profonde fracture dans notre société, qui fait que forcément, je vais m'impliquer, forcément, je vais chercher. Et là aussi, sur ce sujet-là, on peut rester dans des slogans, de droite, de gauche, et à un moment donné, je dirais qu'on a le devoir, en tout cas en tant que responsable d'Église, de comprendre et d'élever le débat, d'avoir le courage de dire, OK, j'entends ce slogan, j'entends cette chose-là, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'informer, aller plus loin que juste avoir entendu un journal de 20 heures où le sujet est traité en 2 minutes. C'est pas 2 minutes qui suffiront. C'est ça. Donc c'est toute l'importance de garder du recul, de prendre du recul. Et puis enfin, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer une organisation missionnaire aux États-Unis qui s'appelle Live de vie en France, One Hope. J'étais interpellé sur leur façon leur façon de gérer le développement de leur mission. Ils avaient vu qu'il y avait eu des problèmes, en tout cas dans la distribution d'une Bible ou 1% des Écritures à chaque enfant du monde. Ils avaient déjà distribué 1,5 milliard de portions d'Écriture. Ils se sont rendus compte qu'ils touchaient des domaines où tout à coup ça ne portait plus de fruits. Et ils se sont interrogés. Et ils ont développé un centre de recherche et de développement, un département de recherche et de développement. Ils ont fait des recherches mondiales avec des études sociologiques pointues et bien faites pour découvrir quelles sont les grandes tendances dans la jeunesse mondiale pour qu'au moment où ils écrivent, ils puissent adresser des problématiques variées et diverses, mais qui vont toucher des réalités et qui sont là dans le lectorat européen, qui sera différent du lectorat sud-américain. Et je trouvais ça extrêmement, je dirais, intelligent de s'interroger sur c'est quoi la réalité sociologique à laquelle je m'adresse quand je parle à un enfant du Nicaragua, qui va être très différent d'un enfant allemand, peut-être très différent d'un enfant japonais. Et donc, du coup, de s'informer, de retourner, de dire je veux savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est quand ça vient de ceux qui vont donner l'information, tu vois, ou même moi, en tant que pasteur, il faut que je connaisse ce que les jeunes vivent pour être cohérent. Mais même par rapport aux gens qui ne sont pas peut-être dans le ministère, mais pour moi, le devoir de chercher l'information, on est dans un contexte où tout vient à nous, en fait. L'information qu'on perçoit, c'est celle qu'on vient. Il y a un côté très, je dirais, paresseux ou facilité par les réseaux sociaux, etc. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est quand même important, et tu l'as mentionné, vous l'avez mentionné, c'est d'être volontaire dedans et d'être intentionnel. Parce que sinon, pour moi, je crois vraiment qu'on est en danger aussi de fermeture d'esprit.
à ce niveau-là, alors qu'on a une responsabilité, tu le disais, ne serait-ce que pour prier. On n'est pas dans le monde, d'accord, moi, ceux qui vivent telle détresse, je la vis pas. Oui, mais ça, c'est très égoïste. Ah oui. Le disciple de Christ, il n'est pas censé être, Exactement. censé être comme ça. Ouais. Donc, moi, ceux qui sont en Turquie, bien sûr que ça me touche. Mais oui. Je ne suis pas en Mais Turquie, mais bien sûr que ça me touche. Mais Au oui, moins, bien ne sûr. serait-ce que pour prier pour eux, ne serait-ce que d'avoir cette intentionnalité dans notre manière de rechercher l'information, d'être connecté au monde, en fait. Tout simplement, C'est ça. on est appelé à être connecté au monde. Alors après, sur un point où je m'interroge quand tu disais avant, la question des retraites, ça me concerne, mais pas tant que ça, parce que en fait, c'est plutôt d'autres tranches d'âge. Je me dis quand même, enfin, moi, c'est le ciel qui m'intéresse. Je dis, oui, nous prêchons du ciel. Mais le ciel, une fois qu'on a rencontré le Seigneur, démarre ici-bas. Mhm. Et donc, le ici-bas, on est appelé à le transformer en fonction de cette perspective-là. Ben oui. Et quand on est en France et qu'on a l'espérance de vie qui augmente assez singulièrement, eh la question de savoir quelle est la qualité de vie qu'on va offrir à nos citoyens, à nos concitoyens. Une bonne Et remarque. donc de s'y intéresser n'est pas si idiot que ça, parce que c'est justement, et je prends maintenant l'histoire à témoin, c'est les chrétiens C'est qui ont juste. été les premiers Eh à oui. créer des hôpitaux, Ouais, c'est des vrai. hospices. C'est dans les sociétés chrétiennes qu'on a découvert Tout la le social, démocratie, Les tout le écoles, social, aussi, les beaucoup écoles. d'écoles. Social. Et donc, Sur les pauvres. oui, notre vision de l'évangélisation pour permettre aux gens de sécuriser le ciel à venir lorsque c'est ici-bas, mais ça a une incidence directe sur la vie de maintenant. C'est juste. C'est maintenant que nous vivons avec une perspective céleste, sachant Oui, que, oui. toutes ces choses ici-bas sont temporaires, éphémères. Mais n'empêche, ça peut être long quand on est 25 ans en retraite, avec une retraite à 1 000 € par mois, quoi. Mais bien sûr. Moi, je pense quand même que chaque information qu'on peut avoir, c'est ce que je fais, je prends toujours du recul, parce que souvent, on peut se dire l'information qui est là, c'est une vérité pure et dure, Ouais. c'est ce qu'il faut croire, c'est comme ça que Oui, c'est. oui. Voilà, moi je prends toujours du recul par rapport à ces informations-là, et je crois qu'en tant que chrétien, on a aussi besoin de filtrer au travers de la parole de Dieu, parce qu'on a besoin Ouais. d'avoir les vérités, l'information qui nous vient de la parole, pour pouvoir équilibrer en tout cas toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont fausses. Il y a Oui. quand même beaucoup d'informations Tronquées, qui tordent biaisées, beaucoup de choses, ouais. Oui. et notamment qui tordent la parole de Dieu. Et c'est là, nous, en tant que chrétiens, je dis, ok, j'ai une info, d'accord, je prends du recul. Alors, je dis pas que c'est faux ou vrai ou tout ça, mais je veux le filtrer au travers de la Mais parole qui de fait Dieu. que les gens ont une perte de confiance aussi, justement, Bah oui, et qui ne s'informent plus. exactement. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, C'est ça le truc. Ouais. Encore, l'information a toujours été manipulée. Faut pas Oui, être oui, naïf. oui, En fait, absolument. le C'est un simple grand fait qu'elle pouvoir, soit hein. amenée par, tu C'est dis, un grand on parle de pouvoir. ligne éditoriale, ne serait-ce que, au-delà même d'être manipulateur intentionnel, elle est manipulée parce qu'elle est gérée par des êtres humains qui ont leur sensibilité, leur perception. Donc, elle est forcément biaisée, l'information. Donc, mais aujourd'hui, j'ai quand même, t'as quand même certaines fois où tu vois qu'elle est clairement manipulée de manière Nous, on l'a bien mauvaise. vu, hein, même pour nous. Hein. Oui, oui, on l'a oui, bien oui, vu. bien hein. sûr. Oui, mais quand on Aujourd'hui, regarde je pense dans qu'on l'a expérimenté, tu vois. Quand on regarde la parole de Dieu, je veux dire, au niveau des chrétiens, des fois, ce qui est triste, c'est que les chrétiens écoutent des choses, des prédications ou autres, et pour eux, c'est oui et amen. Et il n'y a pas énormément de chrétiens qui vont prendre la Bible et qui chercher. vont vérifier Oui, eux-mêmes. que ce qui a été c'est dit, vrai. ce qui a été partagé vient de Dieu et vient de la fils de parole de Béret. Dieu. Ça Ouais, demande ouais. un effort. Et ça demande un effort. Mais aujourd'hui, c'est triste de constater que même l'information que Il y a Dieu beaucoup nous de- donne, les Encore une fois, il y a commandements que beaucoup Dieu nous de- donne, de on va paresse, plus les chercher dans la Ouais, parole, dans la mais source. on se contente Ouais. de ce qui est dit à Est-ce droite à que gauche. du oui Et dire. c'est là où on voit que même au niveau des chrétiens, il y a une pauvreté d'information du cœur de Dieu, parce qu'on ne vient pas chercher À la source. dans la parole. Et tu vois, pour moi, alors par rapport à ce que tu disais, Claude, moi je te rejoins aussi, bien sûr, sur l'importance d'être conscient, de se questionner sur la question des retraites, etc. Mais pour moi, le disciple de Christ est censé avoir les informations, mais les élever à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que effectivement, je pense que de connaître la réalité de notre société, etc. Si le Seigneur il me garde jusqu'à l'âge de la retraite, je serai à la retraite aussi, et ça me concernera aussi d'une certaine manière. Maintenant, c'est sûr que moi personnellement, dans ma dimension de foi, je sais que je manquerai jamais de rien parce que le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Mais même de réussir à amener dans la société cette dimension. Pourquoi c'est les protestants qui ont amené tout ça ? Mais parce qu'ils avaient ce souci qui vient de la Bible. Ouais, C'est Oui, prenez c'est soin
besoin, en fait. sûr. C'est de le ramener à une dimension, exactement ça. d'élever la question de la société à une dimension spirituelle aussi, pour moi, qui est important. Mais pour l'élever, il faut la connaître. Oui, mais oui. Alors, je crois ce que tu dis, enfin, je pense que je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. Je pense juste qu'il faut continuer à continuer à garder un lien entre C'est ça. le spirituel, C'est ça, c'est sûr. mais aussi avec la vie d'aujourd'hui. C'est ça, la réalité, le contexte. quoi, Mais est-ce qu'on je peut veux dire. séparer les deux? En Mais je réalité, pense- la alors, foi je- et tout est, Non, on vit dans je une société pense avec... qu'on a quand même été marqué par la philosophie grecque qui distinguait l'esprit et le corps. Il y a le corps, ça c'est quelque chose de... Voilà, c'est secondaire, c'est machin. Et puis il y a l'esprit, ça c'était tout, la pensée, la philosophie, etc. Et du coup, la tendance qui peut être, et qui est là, hein, c'est que dans nos sociétés, en tout cas françaises, dans les sociétés latines, on a tendance à... Le corps, c'est pas important, mais le reste, c'est important. Donc on vient à l'église avec une grille d'écoute. On peut écouter le pasteur prêcher et on pense au ciel, etc. Mais oui, mais mes enfants grandissent, il faut qu'ils soient éduqués. Oui, mais c'est concret. Enfin, j'ai mal aux dents, il faut que j'ai un dentiste, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc s'occuper aussi du corps. Et le corps n'est pas sans importance. C'est vrai, Il y a des- c'est vrai. Donc de réaliser que Dieu nous voit dans un tout et l'information sur un tout. L'information sur un tout. D'ailleurs, il y a des textes très très forts dans la Bible qui parlent de justice sociale, qui parlent de prendre soin de l'autre, soin du pauvre, soin du malheureux. L'orphelin. Mais tout ça, Du encore une fois, prisonnier tout qui est ça, en c'est dans la prison, Bible. quoi. Ouais. Mais qui est amené à être appliqué dans le concret, Oui, qui oui. est amené à être quotidien. appliqué dans la dimension du corps, comme tu le mentionnes. Pour moi, c'est juste important quand même d'encourager chacun à dire, mais soyez intentionnels, Ouais, ne vraiment. nous laissons pas, je dirais... ne laissons pas les informations s'ingurgiter chez nous sans qu'elles soient même pas cherchées, ouais. Mmh. discernées, parce que c'est ce qui se fait dans la société en fait. Mais à nous, disciples de Ouais, Christ, ouais. d'être intentionnels, d'avoir le souci d'être conscient de ce qui se passe dans le monde, mais non de pas se laisser juste influencé uniquement par les informations. Moi, c'est ce que je dis quand même aux gens. Il y a des chrétiens, des fois, on a l'impression que pour le coup, la partie spirituelle, elle est plus du tout. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Donc, vrai. C'est ou l'un ou l'autre. il y a quand même, il y a l'équilibre, et puis il y a la primauté quand même. Là, tu regardes, moi je regarde le monde, l'information, avec le prisme de ce que la Bible dit. Et c'est ça qui va me donner le cap, Une grille de lecture, comme tu disais. Ouais. Tout à fait. Bon, c'est un sujet intéressant, mais... Et juste encore une chose, mais on n'est pas tous aussi dans les mêmes familles. Donc, Ouais. je veux dire, quand tu as bon oui, bon, ça on le savait tous, hein, mais disons que la façon de fonctionner de chaque famille est différente. Oui. Tu as des familles où ils lisent jamais, ils s'informent jamais, ou alors c'est que la télé, je veux dire, où les enfants n'ont pas l'exemple de voir ça. les parents lire, chercher, discuter sur des sujets. Il y a des enfants qui sont, ou même ados, hein, qui n'ont jamais vu ça dans leur maison. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'emmener ça dans notre maison et de pouvoir avoir vraiment des temps de discussion et d'échange d'informations avec nos enfants, que ce soit enfants, ados, jeunes adultes et tout ça, parce que les enfants ont besoin de connaître ça et ont besoin d'aller dans cette direction-là. Ouais. Et je crois que ça, c'est très important parce que pour peut-être un Claude, ben voilà, c'est peut-être plus facile. Mais, mais pour moi, maintenant, j'ai jamais vu ni mon père ni ma mère prendre un bouquin et lire. Je veux dire, ben voilà, on n'est pas né dans une... Alors, à propos de bouquins dans à cette lire, moi, j'étais mentalité. impressionné par un frère dans une ferme ménonite à Oritiof. J'étais jeune chrétien à l'époque, je venais de me convertir. J'étais à une femme manger là-bas à midi. Et tout à coup, à la fin du repas, le patriarche dit maintenant, on s'arrête un instant avant d'aller retravailler, pas qu'à nos occupations. Il prend la Bible, il l'ouvre, il lit un texte. Il l'a lu, il l'a commenté courtement, sans faire de prédication, juste commentaire. Il l'a fermé, on a pris ensemble et on est reparti. Mais ça m'avait tellement impressionné. Mon père n'a jamais fait ça, parce que lui, il n'était pas du tout... Il s'est converti sur le tard, donc quand j'étais petit, la Bible, ça ne se lisait pas à la maison. Mais ça m'avait tellement impressionné sur un coup de barre, comme ça, hein, un coup de barre dans la boussole de la vie. C'est ça. La boussole de la vie, il l'a sorti, voilà, en tant que patriarche, et puis on l'écoutait. Ça a duré 7 minutes. C'est ça. Mais c'était super. Bah ouais, ça, c'est important. Moi, je sais que... Bon, alors là, on part sur un autre sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais je sais que pour moi, c'est important que mes enfants, par exemple, ils m'entendent
lire la Bible, mais pas juste pour eux, adapté à eux. C'est-à-dire que régulièrement, au petit déjeuner, alors bon, des fois on est un peu à la bourre quand même, mais j'ai mon temps personnel avec Dieu, mais j'aime bien m'asseoir à table, pendant qu'on boit le café, ils prennent leur petit déjeuner, et je lis un texte de la Bible. Il a 4 ans, il comprend. En plus, c'est la version de la Bible de Jérusalem, tu vois, mais on en discute avec Sylvia, on peut en discuter ensemble, juste lire un passage, et puis on prie, et puis on repart sur cette journée-là. Mais juste qu'ils entendent, en fait, la Bible, elle a la place partout, tout le temps. Important. Et je pense que, mais même la remarque que tu as fait de dire aux familles, il faut que vos enfants soient connectés au monde, c'est important. En tout cas, ça donne à tes enfants, et aux enfants, je vais me fermer là-dessus. On va y arriver. La mise en valeur de la grille de lecture Ouais. du monde que tu as. C'est ça. Mais parce qu'on a un super invité. J'aimerais qu'on puisse faire découvrir une association que je ne connaissais pas avant de préparer l'émission et que j'ai trouvé très intéressant. En fait, c'est une association à but non lucratif, ce qui a démarré en Suisse, à Tavannes, pour tous les Suisses qui nous regardent, la région de Bienne, etc., les alentours. On vous salue. On est ravis de vous avoir. Et ce soir, on aura Frédéric Guern avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci de ta patience. Tu nous as écouté un petit peu ? Mais oui, c'était intéressant, absolument. Ouais. Bon, Si. Ça va. Mais toi, tu es aussi forcément informé sur le monde avec ce que tu fais dans le monde, hein ? Il faut se focaliser sur certains sujets, absolument. Parce que certains sujets sont oubliés, il faut essayer de les retrouver. C'est ça. Et puis après, j'ai bien aimé, on parle maintenant de l'Ukraine. Et hier, je discutais avec un ami pasteur, et il me disait la première victime en Ukraine, c'est la vérité. Donc, les médias sont. Voilà, c'est un sujet très, très complexe, hein, surtout quand on est dans une situation de guerre, où en fait, la vérité, c'est la première victime d'une guerre, puisque l'information, elle est utilisée toujours. La propagande. C'est ça. Alors Frédéric, toi tu fais partie de la fondation Digger. Exactement, je suis le directeur de la fondation Digger et c'est moi qui ai initié ça il y a 25 ans. C'était une association au départ et c'est devenu une fondation un peu plus tard. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est la fondation et ensuite on va revenir un petit peu sur comment c'est né. Donc explique-nous un petit peu. Alors, la Fondation Digger, c'est une fondation qui a pour but on intervient dans le monde du déminage humanitaire. Ça veut dire qu'on essaie de fournir, en fait, aux gens qui font le déminage. Donc, nous ne sommes pas des démineurs, hein, mais nous fournissons aux démineurs des solutions technologiques. On fait l'entre-deux. On essaye il n'y a pas une industrie, il n'y a pas qui s'occupe, en fait, des démineurs pour leur fournir les outils dont ils ont besoin. Alors nous, on est en relation avec les démineurs d'un côté et on est en relation avec la science, avec la technologie, l'industrie et on développe en fait des solutions pour les mettre à disposition sans but lucratif aux gens de terrain, ceux qui enlèvent les mines, les munitions non explosées, ce genre de choses. Mais c'est ça, parce que dans chaque temps de guerre, il y a eu des dizaines, des centaines, des milliers de terrains de paysans, des terrains vagues qui ont été remplis de mines. Claude, tu nous partageais tout à l'heure en off une citation qui est, si tu peux peut-être la redire. Oui, elle n'est pas très, très sympathique. Mais pour comprendre. Mais on relate cet entretien entre le général Eisenhower, général en chef des Alliés qui avait envahi donc la Normandie jusqu'à Berlin, puis monte à Berlin, avec Yukov, général Yukov qui était le général de l'armée rouge qui est arrivé à Berlin. Ils avaient une discussion après l'armistice et au cours de la discussion, Eisenhower demande à Yukov mais comment tu as fait pour traverser les champs de mines avec tes chars, champs de mines allemands, etc. Et Yukov a dit, j'ai simplement fait une montagne de chair. C'est ça. Il ne l'a pas cru, et c'est après les services de renseignement qui ont confirmé à Eisenhower que c'est ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Yukov a envoyé des garçons traverser les champs de mines, se faire exploser, pour que derrière les chars puissent passer sans subir de dommages. C'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, cette réalité, elle est encore là pour les terrains de certains paysans dans des pays qui étaient en guerre, etc. Donc, peut-être pour comprendre, donc vous développez des chars anti-mines aussi, hein, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur leur site. On va mettre le lien dans la description pour que vous puissiez découvrir ce travail. Mais c'est extrêmement intéressant. Moi, je regardais un petit peu. Tu présentais Frédéric la taille des mines, mais qui sont des tout petits engins finalement, hein,
qui sont sous 20, 30 cm sous terre. Et puis, il suffit d'une fois, d'un poids un peu trop lourd. Et puis, c'est un enfant qui se retrouve démembré. C'est un adulte. C'est des familles endeuillées. Donc, merci pour ce travail. Comment il a commencé? D'où est venu ce rêve? Parce que c'est assez intéressant quand même. Vous êtes pas... Enfin, tu viens de la Suisse, quoi. Hein, c'est pas le pays le plus... c'est ça, le plus miné quand même. Alors voilà, l'histoire, elle commence quand je suis enfant, en réalité. Gamin, je pense que à l'âge de 6 ans, j'ai eu un premier accident avec une arme. Donc, en fait, j'étais passionné d'armes en tant que gamin. D'où ça tombe, je ne sais pas. Hein, mais voilà, j'ai perdu un œil à l'âge de 6 ans à cause de ça. Et ça m'a pas du tout refroidi. Donc, j'ai toujours été passionné par les armes, les explosifs, aux grandes dames de ma maman, d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc, tout ce qui explosait, ça m'intéressait. Et de fil en aiguille, voilà, je suis devenu un peu plus adulte, en tout cas au niveau, peut-être pas dans la tête, mais pour le reste, oui, je sais pas. Et j'ai fait des études, passionné de technologie aussi, donc je suis devenu ingénieur. Et puis, cet intérêt pour les armes a diminué. J'ai aussi cheminé aussi au niveau de ma foi, hein, donc ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect du monde, un aspect où c'est pas un jeu en fait. Les armes, elles ont un impact dans le monde, elles ont un impact qui est terrible, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir, de m'informer. Je parlais de ça tout à l'heure, et de m'informer en fait sur des réalités de ce monde. Et en fait, le déclic, il a eu lieu quand je travaillais en tant qu'ingénieur. Mon premier job en tant qu'ingénieur, c'était pendant une pause. Et j'ai un collègue, on discutait à la pause du café, et un collègue revient d'un voyage au Vietnam, et il m'explique qu'au fait, au Vietnam, il a vu des démineurs qui creusaient, ils gratouillaient le sol, ils avaient des aiguilles pour sonder le sol, pour essayer de trouver des mines. Et moi, je lui dis, waouh, mais les mines, c'était pendant la guerre. Il me dit, non, il y en a toujours, la guerre est finie, mais les mines, elles sont restées. Et puis, c'est vraiment compliqué pour eux d'enlever ça. Ils gratouillent le sol, ils n'avancent pas, c'est super dangereux. Et là, moi, j'avais toujours eu, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'avais à cœur, moi, je me disais, mais j'aimerais faire quelque chose d'utile. En tant qu'ingénieur, c'est pas forcément évident de faire quelque chose pour son prochain. Je dis toujours que si vous êtes médecin, c'est plus facile puisque c'est le sens même de votre travail. Mais en tant qu'ingénieur, voilà, et surtout ici en Suisse, on va faire des bons, on va faire du support pour l'industrie du luxe, par exemple. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Gagner de l'argent, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je voulais faire quelque chose d'utile, mais je suis ingénieur au fond de moi. Et le jour où il me parle de ça, je me suis dit, voilà, ça explose, donc ça m'intéresse. La technologie pourrait peut-être apporter quelque chose, donc ça c'est génial. Et c'est là où j'ai eu ce déclic. J'ai vraiment eu un déclic à un moment. Je me suis mis à chercher, j'ai passé plus d'une année à faire des recherches, à participer à des conférences à gauche, à droite. Et un jour, voilà, je participais à une conférence à une école polytechnique en Suisse, une des plus grandes écoles de technologie en Suisse. Et le professeur qui avait organisé cette conférence, qui était internationale, à un moment donné, il s'asseye en face de moi. Il me dit, mais Monsieur Guerne, vous foutez quoi ici? Très direct. Et il dit, vous foutez quoi ici? Parce qu'en fait, on a des militaires qui sont là à cette conférence, puisqu'elle était sur le sujet du déminage. Et il dit, on a des scientifiques qui sont là, on a des démineurs qui sont là, et vous êtes le seul privé. Et je lui dis, voilà, je suis ingénieur, j'aimerais faire quelque chose dans ce domaine. Et je me renseigne. Il me regarde, il me dit, ça tombe bien, je suis en train de recruter du monde pour monter une équipe spécifiquement dans ce domaine, et ça vous intéresse? Je dis oui, voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Hein. Pendant 2 ans, c'était un contrat à durée déterminée, vraiment dans la recherche, avec des moyens. Hein. Donc, une école polytechnique, ça a pas mal de moyens. J'ai pu aller au Cambodge, j'ai pu aller en Croatie, j'ai pu fréquenter des démineurs un peu partout. On a développé des technologies, très hautes technologies pour travailler dans le domaine du déminage. Et c'est là vraiment où j'ai pu entrer là-dedans. Le projet s'est arrêté, je suis retourné travailler dans l'industrie. Et puis, en parallèle, j'avais mis en fait le doigt dans l'engrenage, je ne pouvais plus m'arrêter. Donc, j'ai continué. Et voilà, ces relations que j'avais établies avec des démineurs ont continué et ils sont venus avec des demandes plus précises. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, on va créer une association pour essayer de leur venir en aide de manière vraiment efficace.
D'accord. Donc toi, est-ce que tu as amené à te déplacer sur les terrains? Comment ça se passe? Tu les accompagnes pour expliquer comment fonctionnent les chars anti-mines? C'est quoi un petit peu aujourd'hui dans ton quotidien ce que tu fais? Alors moi, je ne vais pas vraiment sur le terrain à proprement parler. Donc là, j'ai des collègues qui s'occupent, notamment moi, qui s'occupent de la formation, du service client, ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'on est présent sur le terrain. C'est vraiment important parce que les démineurs, ils ont les moyens habituels, mais quand on leur ramène une machine de déminage, un engin 12 tonnes télécommandé et tout ça, eh ben, on doit les former, on doit leur apprendre aussi comment utiliser. C'est nous qui on forme les spécialistes au déminage mécanisé, donc on est devenus des spécialistes mondiaux à ce sujet. Pour ma part, en tant que directeur, j'ai un peu quitté la technologie. Alors ça, pour moi, c'est un peu dur parce que c'est mon âme qui est là-dedans, mais j'ai dû confier ça à des jeunes plus efficaces que moi. Mais pour ma part, en tant que directeur, je travaille beaucoup plus au niveau, au niveau institutionnel. Comme nous sommes sans but lucratif, on est soutenu par des privés. Donc la Fondation d'Iguerre n'a pas d'investisseurs, n'a pas d'actionnaires derrière. Et pour fournir les machines en fait sur le terrain, on monte des projets. Ça veut dire qu'on va faire des missions d'évaluation, on va rencontrer des démineurs, ils vont nous dire ici on en aurait besoin, on valide si technologiquement c'est sérieux, s'il n'y a pas de corruption, ce genre de choses. Et ensuite, on va trouver des fonds. Donc, pour trouver les fonds, on va passer par le gouvernement suisse, les gouvernements cantonaux, des fondations privées ou peu importe. On a même une fois un privé qui nous a financé une machine de déminage, vous pouvez imaginer, à 8 millions de francs. 500 francs suisses, je précise quand même pour ceux qui... C'est la même chose qu'en euros. Ouais, c'est ça, ouais. Une machine, c'est 500 000 euros, d'accord. Ouais, 500 000 c'est même un peu plus maintenant. Avec la crise, ça c'était avant un peu la crise. Maintenant, l'acier, tout ça a augmenté, donc on a dû adapter. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, donc mon boulot à moi, c'est de me mettre en relation avec des bailleurs potentiels, avec certains utilisateurs dans certains cas. Donc, des fois, je vais pour rencontrer au niveau des gouvernements aussi. Donc, typiquement, la semaine prochaine, dans quelques heures, je vais prendre l'avion et la semaine prochaine, je vais à Kiev. Et là, je vais rencontrer en fait la sécurité civile. Donc en fait, je dois établir en fait un projet avec la sécurité civile qui est en charge du déminage humanitaire là-bas. Et ensuite, on va monter la partie technique, la partie financement qui va se faire depuis ici. Et puis on va déployer. Là, ça sera peut-être du personnel qui va faire de la formation sur place. Ça dépend. On va justement mettre tout ça en place. D'accord. C'est combien de machines que vous avez déjà réussi à mettre en place dans le monde? Alors, très peu, très peu. En 25 ans, on a mis 17 machines. On a monté 17 machines. Mais moi, je dis toujours, attention, c'est justement notre mode de fonctionnement. On fait pas de la grosse production. D'ailleurs, dans le monde humanitaire, les moyens financiers sont pas suffisants. C'est assez catastrophique. On en parle parfois même beaucoup. En fait, il y a souvent plus d'argent qui est dépensé dans des conférences pour en parler que sur le terrain. Enfin, c'est un peu caricatural, ce que je dis là, c'est un peu exagéré, mais c'est pas très, très efficace. Donc, on doit faire avec les moyens du bord. Et en fait, quand on déploie une machine sur le terrain, de manière générale, c'est pas une vente, mais c'est un projet qu'on monte. Donc, on va tout mettre en place. Donc, en gros, en moyenne, on va faire une par année, maximum 2. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a peu. Mais chaque fois qu'on a envoyé une machine, en fait, il y a tout un projet qui est monté derrière, avec la formation, avec le déploiement de la machine. Ce qui explique ces chiffres un petit peu faibles, mais qui dans les faits, les impacts, on les connaît, quoi. D'accord. Et donc, en fait, c'est vous qui choisissez les projets. Les gens peuvent vous contacter, mais c'est vous qui regardez. Tu parlais tout à l'heure de la corruption. Tu parlais tout à l'heure du sérieux du projet. Comment vous triez, justement? Quel est un peu votre fonctionnement à ce niveau-là? Alors, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Alors, on a fait des très beaux projets. Parfois, on a eu des demandes un peu particulières. Donc, nous, tout enthousiastes, j'ai un ambassadeur qui débarque ici, responsable du déminage d'un pays d'Afrique que je ne citerai pas. Et l'ambassadeur en question, tout motivé, voilà, c'est moi le responsable, je suis en train de machine la meilleure et tout, je suis intéressé. Nous, on fait des démonstrations et tout. Et tout à coup, il commence de nous parler de la toiture de sa maison, de sa villa ici en Europe, dans un pays pas bon marché du tout.
qu'il faudrait réparer la toiture de sa villa. Et je me dis, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Je suis très naïf, très naïf. Donc, j'ai pas compris. Moi, je dis, c'est dommage, vous avez une toiture foutue. Voilà. Et en fait, lui, quand on l'a reconduit à l'aéroport, où on a un autre chauffeur, un collègue qui s'est chargé, il est très clair, il a dit, vous direz à votre directeur que s'il ne me paye pas, je ne choisirai jamais sa machine. Donc, en fait, il avait un poste qui lui permettait de faire des choix. De choisir des fournisseurs pour déminer son pays, il avait cette responsabilité. Mais en fait, il faisait bien comprendre que si on lui payait un petit pot de vin, il choisirait notre machine. Oui. Et j'avais pas compris ça, mais je l'ai compris après coup, quand le collègue est rentré, tu dis, c'était ça l'histoire. Et on se dit, oups. Alors voilà, on a eu des cas, par exemple, aussi, un autre pays où il y avait de la motivation et tout, et puis on s'est rendu compte que sur place, il n'y avait pas de besoin. C'était... Voilà, c'était n'importe quoi. Et donc, depuis maintenant, on a établi depuis pas mal d'années maintenant, chaque mission, on la précède d'une mission d'évaluation. Alors, même si on trouve les financements pour la mission en question par la suite, ces missions d'évaluation, on les finance nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte un peu. Ça dure pas longtemps, c'est quelques jours, mais pendant quelques jours, vous rencontrez des gens, vous allez voir sur le terrain et vous validez en fait le projet qu'on vous a proposé. Donc voilà, parce que de manière générale, ce sont les démineurs ou les gouvernements qui nous approchent et qui nous soumettent des demandes et nous, on va les valider sur place parce que des fois, c'est du flan, des fois, c'est de la corruption. Et notre image, elle en dépend aussi. Hein. On va pouvoir perdre des bailleurs si on finance un projet. On a tiré le frein à main dans ces quelques projets à la dernière minute, presque trop tard. Donc, on n'a jamais perdu d'argent, mais on a perdu peut-être un peu notre crédit auprès de certains bailleurs parce qu'on a dû leur dire, attention, stop, c'est pas sérieux, mais c'était tard. Donc voilà, c'est tout un processus qu'on apprend sur le tas, mais on valide ces choses maintenant, absolument. D'accord. Moi, j'ai une question. À vous écouter, donc il y a des champs de mines, mais est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre de kilomètres carrés dans le monde Tu as anticipé la question que je voulais... non, c'est très bien. C'est très bien, vas-y. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du volume ou de la surface qui reste à déminer si toutefois on en sait quelque chose? Je ne sais pas. Alors, c'est gigantesque. Hein. Alors, les statistiques sont connues. Hein. Chaque pays a des statistiques. Chaque pays qui est concerné par la problématique des mines doit mettre en place ce qu'on appelle un centre national de déminage. C'est-à-dire que c'est une autorité qui est en charge de cartographier, de définir les priorités, tout ça. On trouve ça, hein, il y a un site web qui contient tout ça, c'est le Landmine Monitor. Donc, c'est très précis, on a le détail, mais c'est absolument gigantesque. Un exemple, tout dernièrement, on parlait de l'Ukraine. En tout début d'année, le Premier ministre ukrainien a fait une annonce. Il a dit, voilà, on a un record. On est actuellement, l'Ukraine a maintenant le plus grand champ de mines de la planète. Et juste pour l'Ukraine, les chiffres sont estimés à 250 000 km². Imaginez 250 000 km², c'est le Royaume-Uni. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc, voilà, ça c'est juste l'Ukraine. Juste l'Ukraine. Juste l'Ukraine, ouais. C'est 6 fois la Suisse, pour se faire une idée. Hein. Donc, voilà. Et jusque-là, on parlait de centaines de milliers de kilomètres carrés, mais on a peut-être, je ne sais pas si on a doublé, mais peut-être. On a peut-être doublé en une année. Donc voilà, ce qu'on appelle champ de mine, il faut toujours relativiser. Hein. Un champ de mine, c'est pas une seule chose. Un champ de mine, vous avez des petites mines antipersonnelles que vous mentionnez tout à l'heure. Et maintenant, on a de plus en plus de munitions non explosées. On a des munitions qui sont piégées. On a des munitions bricolées. Par exemple, en Irak, la plupart Irak, Syrie, c'est ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés. C'est fait à partir de trucs qu'on récolte, à partir d'engrais, c'est piégé. Donc, ça pose encore des problèmes plus vastes. Donc voilà, ça change tout le temps. On doit s'adapter. C'est quelque chose de compliqué. Alors moi je voudrais savoir au niveau de la responsabilité que ton association, que la fondation que tu portes a, c'est quand même quelque chose de conséquent. On parle pas juste de... on parle de 95% de réussite. 5% d'échecs là-dedans, ça pose problème, quoi. Hein. C'est pas 5% d'échecs dans un produit à manger, quoi. Hein. Donc là, c'est des gens, c'est des vies. Parce que forcément, ces machines, elles sont en travail avec les démineurs qui sont là aussi. Comment tu fais, comment la fondation fonctionne
pour s'assurer que vraiment, non, les gars, ils peuvent reprendre leur champ, ils peuvent recommencer à travailler convenablement. Parce que là, je me dis, sinon, moi, je suis à ta place, je dors plus. Hein. Bah oui, hein. À chaque fois que je suis en mission, je dors plus. Absolument. Donc, en fait, la question de la responsabilité est très importante. Donc, en fait, c'est cette fameuse autorité nationale de chaque pays qui porte la responsabilité de libérer les terres. Donc, c'est toujours le Centre national de déminage, cambodgien, peu importe, hein, qui, à un moment donné, donc, fait partie du gouvernement, c'est une entité gouvernementale, qui vont définir ce qu'on appelle les POP, procédures opérationnelles permanentes. Donc, c'est simplement des méthodologies de travail qui sont accréditées selon les... Donc, chaque pays a une topographie différente, un type de munitions différent, des conditions météorologiques différentes. Et donc, on va définir des méthodes de fonctionnement qui sont imposées par l'autorité nationale et elles doivent être appliquées par les démineurs. Et donc, quand nous, on amène une machine, cette machine doit entrer dans ces critères. Donc, nous, on doit travailler avec l'autorité nationale, monter, en fait, la procédure avec la machine, qui doit être complétée, en fait, par un contrôle qualité et qui doit répondre aux critères de fameux, le 95%, 95%, c'est inadmissible. Donc, on doit quasiment garantir un 100%, même si on sait que, théoriquement, on n'y arrivera jamais, il y a toujours un risque, au même titre que quand on traverse la route, il y a un risque. On doit amener à ce niveau-là, quelque part. Et puis, ça, c'est fait en commun accord avec les organisations de déminage, comme Télotres, comme Handicap International, enfin, il y en a plusieurs, quoi, et le gouvernement. Et une fois que ça s'est établi, on a des procédures, on doit s'y tenir. Donc, typiquement, une machine, on envoie la machine dans le champ de mine, elle va enlever la végétation, premièrement, ensuite elle va broyer le sol, on va broyer les mines qui sont dans le sol, certaines explosent, les autres sont broyées. Et derrière, on va faire un contrôle, donc des mineurs vont faire un contrôle derrière, qui est beaucoup plus sûr que si la machine n'avait pas passé, parce qu'on a quasiment tout détruit. Et puis, ce contrôle va permettre de peut-être trouver la mine qui a sauté sur le côté, des choses qui sont complètement inévitables. Et grâce à ça, en fait, on va travailler de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. En 25 ans, on n'a jamais eu d'accident. Alors que le déminage manuel, comme il se fait malheureusement encore un peu partout, génère des accidents chaque année. Même s'ils ne sont pas tellement publiés, parce que ça ne fait pas bonne presse aux organisations qui collectent des fonds, mais ça existe, ils ont lieu. Et nous, on peut, je dirais, grâce à Dieu, on n'a jamais eu d'accident jusqu'ici. Je suis vraiment, c'est aussi la technologie qui permet de faire ça. Hein. Il n'y a personne dans la machine, elle est à distance, ça fait toute la différence. Et tu n'as jamais eu une mine qui a détruit complètement le char anti-mine, etc. Non, alors donc la machine, elle est faite pour traiter les mines antipersonnelles. Une mine antipersonnelle, les vieilles pesaient 100-200 grammes d'explosifs, elles étaient faites pour tuer les gens. Les plus récentes ont été faites pour mutiler, parce que quand on mutile, on génère beaucoup plus de souffrance, donc super. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. Quoi. Mais c'est des petites charges. Pour une horrible, machine, 200 grammes d'explosifs, c'est rien du tout. Quoi. Par contre, dans le lot, il y a souvent une mine anti-véhicule qui va être dans un champ de mine où on n'a pas pensé. Alors oui, on en a déjà tapé quelques-unes. Et en fait, la machine, elle est testée pour ça. Elle est faite pour résister à ça. Donc, notre machine a été testée par l'armée suédoise. Ils ont là-bas une équipe qui est spécialisée dans ce domaine. Et nous, on encaisse jusqu'à 8 kilos d'explosifs devant l'outil. Vous imaginez, 8 kilos, ça vous bousille un tank de 50 tonnes. Et nous, on l'encaisse. Parce qu'en fait, on a dû adapter. Ça demandait pas mal de boulot. Donc, le savoir-faire, il est dans ce genre de choses. Mais c'est pas dit qu'un jour, je sais pas, on fait une fausse manœuvre, on recule et puis boum, là, elle pète à un endroit qu'on veut pas. Et là, elle pourrait être perdue. Mais non, on n'en a jamais perdu. Bon. Alors, on est content. Est-ce que vous aviez des questions, Nathalie ? J'avais une question, Frédéric. Les machines, vous les confiez ou les vendez, c'est ça ou... Alors, il y a plusieurs modèles. Donc, la plupart du temps, on les vend, mais elles sont financées par un bailleur. Donc, pour nous, c'est une vente, mais qu'on fait plutôt au bailleur. Ah, voilà, oui. Et on la confie. Alors, il y a des cas où on l'a confié à l'autorité nationale, parce que c'était comme ça qu'il fallait que ça marche, c'était convenu comme ça.
Souvent, c'est à l'ONG à qui on confie la machine, hein, donc les démineurs, l'organisation humanitaire ou les démineurs qui sont sur place. Dans certains cas, vous avez, par exemple, en France, on a une organisation, c'est une entreprise commerciale qui fait c'est de la dépollution pyrotechnique. C'est pas des mines, mais c'est des anciens champs de bataille, des choses comme ça. Alors eux, ils nous l'ont acheté, par exemple, ça c'était vraiment une vente. Et puis on a typiquement maintenant un modèle qu'on aime bien aussi. On reste propriétaire de la machine. Elle est mise à disposition de l'ONG. Donc nous, on fait un contrat avec l'organisation des minages et on leur demande en fait d'atteindre des résultats. On leur demande d'utiliser la machine efficacement pendant 3 ans, par exemple, c'est un minimum. Et puis au bout de 3 ans, si tout ça est réglé, la machine elle devient propriété de l'ONG. Comme ça, nous on garde un peu en contrôle. On tient un petit peu, c'est pas le bon mot, mais on tient un petit peu par le ventre. Ça nous permet, le cas échéant, de rebondir plus facilement. Alors, c'est pas toujours possible. Vous avez des pays qui permettent pas ce genre de choses. Dans d'autres pays, c'est plus facile que d'autres. Donc voilà, on adapte presque chaque projet à son modèle d'affaires quelque part. D'accord. Alors moi, j'ai une petite question. Alors, je suis pas sûr si c'est possible de répondre, hein. Mais est-ce que vous savez à peu près combien de vies ont été sauvées, par rapport à tout le travail qui a été fait? Alors Frédéric, c'était là. Je voulais terminer avec cette question. C'est très bien parce qu'on va justement vers la fin. Et je te propose de terminer avec cette question parce que je pense que c'est une question importante. C'est la belle question. Est-ce que vous avez pu mesurer le résultat de tout votre travail? Alors, savoir combien de gens n'ont pas marché sur une mine parce qu'on l'a enlevée. On peut dire que potentiellement, chaque mine qui a été enlevée, c'est une vie sauvée. Et même là, c'est difficile parce qu'en fait, une fois que la machine est confiée à une ONG, alors on a, par exemple, par l'exemple du Cambodge, là, on a un suivi complet, on sait, des centaines de vies qui ont été enlevées, on connaît exactement les chiffres. Mais dans certains cas, on ne sait pas parce que la machine tourne depuis des années. Je prends par exemple l'Angola. On aura bientôt une deuxième machine qui est là-bas, elle tourne, on sait que voilà. Par contre, typiquement en Angola, on a d'autres chiffres. L'organisation qui travaille avec la machine a d'autres payeurs. Donc, eux nous avaient acheté la machine en elle-même. Et puis, par rapport aux bailleurs, ils doivent faire des études d'impact. Et on sait que, par exemple, on a participé au nettoyage d'une province tout entière, qui est quasiment la surface de la Suisse, juste une province là-bas. Et eux, l'estimation qu'ils ont eue, c'est qu'en tout cas, le nombre de personnes impactées positivement, c'était à peu près 50 000 personnes, juste par ce projet-là. Et ça, c'est un projet sur les 16-17 qu'on a fait jusqu'ici. Et ça, c'était juste sur 2 ans, alors que la machine continue à travailler. Donc, il faut imaginer, il y a des gens qui n'ont pas marché sur la mine, mais en fait, les mines, elles vont impacter des populations différemment. Ça veut dire que, par exemple, vous avez des gens qui vont attraper des maladies parce qu'il y a des mines. Ah oui. Vous savez, parce qu'en fait, simplement, un point d'eau n'est pas accessible parce qu'il est miné. Et ils vont chercher de l'eau dans des zones où l'eau, elle est pas bonne. Donc, on a ça. Vous avez des gens qui vont mourir de faim, qui auront une mauvaise alimentation parce que les mines empêchent l'accès. Vous avez des gens qui vivent dans des camps de réfugiés parce qu'en fait, l'accès, le retour de leur pays est impossible. On a eu un cas, par exemple, on parle de Chypre. C'était notre première mission en Afrique, c'était au Soudan, au Nord-Soudan. Il y avait encore qu'un pays à l'époque. Et en fait, on a travaillé à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Et l'anecdote, elle est amusante, j'aime bien la rappeler, c'est que là, c'était un de nos collègues qui travaillait. C'était les premières missions, donc là, on était là en permanence parce qu'on devait apprendre. Maintenant, on délègue ça aux ONG. Et lui, il a fait 1 année et demie là-bas. Et pendant cette année et demie, son frère se marie en Suisse et il prend 2 semaines, il rentre en Suisse. Donc, il déminait, voilà, il prend ses vacances, il va au mariage de son frère, il revient et là où il a déminé, il y avait un village à la place. En 2 semaines, c'est un village qui s'est créé et en fait, il voyait des flux de réfugiés parce que simplement, on a fait des trous dans le champ de mine. Et de l'autre côté, il y avait des camps de réfugiés. Et les gens rentraient chez eux. Et c'est des milliers de personnes qui sont rentrées chez eux. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, les victimes indirectes. La victime directe, c'est celle qui marche sur la mine. Et la victime indirecte, c'est celle qui va souffrir par la présence de mine. On estime ça à des millions, des dizaines de millions de personnes par le monde qui sont impactées de manière indirecte. C'est absolument épouvantable.
Ouais. Frédéric, merci beaucoup pour tout le c'était travail que vous intéressant. faites avec toute ta fondation. Merci à toi, merci à vous. C'est un plaisir de présenter Et ça. puis, merci au Seigneur de t'avoir donné le goût Oui, des choses des qui explosent. explosifs. Merci Des pour fois- l'information, en tout cas. Des fois, Très intéressant. on comprend pas par quel bout il commence, mais il fait pas de hasard. Ouais, Et puis, je trouve ça intéressant de pouvoir présenter des fondations. Tu sais, des fois, on présente des fondations qui aident. Là, vous aidez, vous faites du bien de manière aussi vraiment, comme tu l'as dit, mais de manière indirecte, mais qui ont des conséquences essentielles en fait sur les vies. Et c'est des fondations qui sont, je trouve, importantes à présenter. C'est pas du social comme des fois on a l'habitude de le présenter dans les églises, mais c'est des fondations qui font du bien. On l'a dit, avoir le souci du monde. C'est rien que de savoir, il y a encore des zones, il y a encore des zones qui souffrent de la guerre, alors que la guerre, ça fait des dizaines d'années, ça fait 30, 50. Oui. 60 ans qu'elle est passée. On parle du Cambodge là, mais on est dans des des fois on est aveugle en fait. Je trouve qu'on est tellement dans notre petit quotidien qu'on oublie ces choses-là. ouais. Là, tu viens de nous parler encore de 250 000 mètres carrés de kilomètres carrés de terrain miné en Ukraine. Bon, ça nous rappelle, hein, et je trouve que c'est peut-être la chose la plus horrible que tu as dit tout à l'heure, mais qu'aujourd'hui, le temps a fait qu'on a décidé de créer des mines pour démembrer et pas pour tuer, parce qu'il y a plus de souffrance, parce qu'il y a plus de... C'est horrible. Le cœur de l'humain est mauvais et tortueux par-dessus tout, la Bible nous le dit. Prions pour ça. Merci beaucoup Frédéric, et puis que le Seigneur continue de vous inspirer, vous donner beaucoup de sagesse avec la Fondation. Ouais. Sois béni, Frédéric. À bientôt. Merci. Ouais. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Bye bye. Ciao. Bye. Bon, je vous propose de terminer par la prière. Mais c'est bien aussi d'entendre du travail comme ça. On voit des gens qui ont soif aussi et puis qui ont envie d'aider. Donc c'est génial. Jérémy, est-ce que tu veux bien terminer par la prière? Ouais, d'accord. Seigneur, nous voulons juste te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci parce que toi, tu nous ouvres les yeux. Tu nous informes, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde et nous voulons notamment te remercier pour cette fondation qui fait un travail tellement excellent. Seigneur, qui permettent de sauver des vies, mais aussi de permettre à toute une population de revenir sur leur terrain et à nouveau vivre en paix. Seigneur, tu es ce Dieu qui, Seigneur, bénis jour après jour tes enfants et je te prie que chacun d'entre nous et tous ceux qui regardent cette émission, Seigneur, puissent chercher l'information qui est la plus importante, c'est cet amour que toi tu veux donner, Seigneur, à chaque homme, à chaque femme. Seigneur, merci pour cet amour, pour cette grâce et merci encore de bénir, Seigneur, tous nos bien-aimés qui peuvent écouter cette émission et je crois à qui ça va faire beaucoup de bien. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci Jérémy, merci Claude, Nathalie, merci à vous trois. Merci. Que le Seigneur vous bénisse les amis, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à partager cette émission, vous pouvez la retrouver, vous pouvez commenter, vous pouvez la liker, et puis vous pouvez aussi l'écouter en podcast, la réécouter. Des fois il y a beaucoup d'infos, donc juste écouter en plusieurs fois, ça fait du bien. À très bientôt, ciao. Au revoir. Au revoir.